jour, sa petite maîtresse, qui s'appelle Morgane, invite sa cousine à venir rencontrer son âne, parce qu'elle brûle d'envie de lui présenter son âne. Et la cousine en question habite la ville et fait du cheval. Donc la confrontation ne va pas être facile. Une expérience équestre. Un âne peut servir de monture tout comme un cheval, sauf les petits formats comme Igor et Grishka. Alors Igor et Grishka, c'est deux ânes dans son troupeau qui sont complètement stupides. Les prénoms, vous les connaissez sûrement. Et voilà, c'est deux petits ânes pas très sympathiques. Ils font partie du groupe, mais bon, ils sont perfides. Donc les petits formats comme Igor et Grishka, plutôt considérés comme animaux d'agrément. Pour ma part, j'étais tout disposé à me prêter à cette nouvelle expérience, pourvu qu'on me traitât avec loyauté. Mais ce fut justement là que le bas blessa. Parce que les ânes, ils aiment bien qu'on les aborde d'une façon respectueuse. Si on les brusque, on risque de ne pas s'en faire des amis. Un jour d'été, Morgane me présenta, non sans une certaine fierté, à sa cousine Marie venue d'une grande ville. « Voici Capuchon, mon âne préféré. Il est beau, hein ?»« Ouais. Au centre équestre, je monte un poney qui lui ressemble, mais en mieux. Il est plus grand et il a moins de ventre. » « Les ânes sont souvent comme ça, répondit Morgane sans se formaliser. Je devinais sa déception face à cette citadine un peu trop hautaine. Moi, un gros ventre? Bah, peut-être, mais pas toujours. Je vais t'apprendre à le monter, lui dit Marie. Ça ne doit pas être plus difficile qu'avec un poney. Va me chercher ta selle. Je la trouvais un peu directive. Lorsqu'elle put ramer sa bourre, je sentis ses gestes sûrs. Elle avait visiblement une bonne expérience du nettoyage des pieds. J'en fus agréablement surpris. Puis elle me brossa avec la même application. Morgane l'observait avec intérêt, le front plissé par la concentration. Enfin, elle me posa une petite selle sur le dos, comme elle l'aurait fait avec un bas de randonnée. Elle serra une large sangle derrière mes pattes avant. Tout cela n'avait rien d'inquiétant. Je réagis davantage quand elle m'enfila un mors dans la bouche. Je mâchouillai un moment ce bout de métal tout froid pour tenter de m'en débarrasser. Peine perdue. Il était bien calé entre mes dents. Soit. Bon, montre-moi comment tu te tiens maintenant. Mets tes pieds dans l'étrier et attrape le pommeau. Allez hop, dit Marie à sa cousine. Avant que j'aie le temps de réaliser, Morgane me grimpa sur le dos. Si cela me surprit un peu, j'en fus avant tout très heureux. S'ensuivit une leçon sur la façon de tenir les rênes et de taper des talons. Nous fîmes plusieurs tours de course sous l'œil attentif de Marie. Tout se passa à merveille. Morgane semblait au comble du bonheur. « Maman, maman, regarde, c'est génial! Je fais du cheval sur Capuchon !» La formule me sembla un peu maladroite, mais elle exprimait très bien sa joie. Je me sentis tout à coup important, et oubliai bien vite la remarque désobligeante de Marie à propos de mon embonpoint. « Bon, c'est bien, maintenant le trot !» ordonna notre professeur. Elle alla chercher une chambrière qu'elle fit claquer derrière moi. Le sifflement cinglant de la cravache me fit bondir de terreur. Morgane se trouva déséquilibrée tant mon sursaut la surprit. Elle s'écria « Tu es folle de lui faire peur comme ça? À cause de toi, j'ai failli tomber. Arrête! Il faudra bien qu'il s'habitue. Allez, on reprend. » Et elle refit claquer son fouet. C'en était trop. Brusquement, je m'immobilisai à la bonne distance et décidai de ne plus faire un pas de plus. Ce n'était pas des manières. Hors de question que je me prête davantage à cette mascarade. Je n'étais pas un poney, encore moins un cheval. Marie s'avança d'un air menaçant. Sa tenue d'équitation immaculée et ses cheveux tirés en arrière en chignon accentuaient son air sévère. Elle m'impressionnait. Pourtant, je lui tins tête et il ne bougeait pas d'un pouce. « Il est têtu ton cabochon. Moi, je vais te le mater. D'abord, il s'appelle Capuchon. Et puis, tu lui fais peur avec ta cravache. Faut pas le prendre comme ça. Descends. Je vais l'emmener faire un tour. Et tu verras, quand on reviendra, il marchera au doigt et à l'œil. » Morgane hésita un instant, mais devant l'insistance d'une aînée si péremptoire, elle finit par céder sa place. Dès que Marie fut sur mon dos, je ressentis sa détermination. Ses moindres mouvements semblaient calculés. Quand elle tapa des talons sur mes flancs, je me mis en route sans protester. « Tu vois, suffit d'insister un peu, lança-t-elle à sa cousine, déjà certaine de sa victoire. Au passage, sa bombe posée sur un banc, et la fixa en lâchant les rênes pour bien montrer à Morgane qu'elle maîtrisait la situation. « Je vais le faire galoper. Il faut qu'il comprenne que c'est moi qui commande. » Quelle arrogance! Connaissait-elle la célèbre phrase qui affirme qu'on dresse un cheval, mais qu'on éduque un âne? Une subtilité qui semblait complètement lui échapper. Foi de Capuchon, j'allais me charger de la lui apprendre. « Vas-y doucement !» cria Morgane avant que nous ne disparaissions. « Il est sensible !» Elle courut un moment derrière nous, alors que nous prenions le chemin de l'abbaye. « Pas par là !» hurla. Alors, par exemple, en parlant de mon âne. Ne jamais oublier de faire l'éloge de la lenteur.
Je ne cesse de me le répéter en montant une côte depuis l'écluse de Belleret, alors que justement ce matin, notre rythme d'escargot m'agace prodigieusement. Yoko renouvelant ses stations tous les 20 mètres, les automobilistes qui nous dépassent doivent penser qu'il est épuisé. J'entends déjà madame dire à monsieur « Tu as vu comme il est chargé, pauvre titane, il a l'air bien fatigué. » Et monsieur de rétorquer « Bon, ça me rappelle l'Algérie, j'en ai vu crever des bourricots qu'on faisait avancer à coups de bâton. » Que nenni, messieurs, mesdames, cet âne est en pleine santé. Il souffre seulement d'une allergie aux montées, plus communément appelée panthophobie aiguë, qu'il combat en consommant l'herbe folle des talus, selon une posologie tout à fait personnelle. Seul traitement efficace à ce jour, tirer sur sa longe en râlant. Voilà, parce que mon âne a la manie, comme beaucoup d'ânes, de manger. Donc pour le faire avancer, j'ai parfois du mal. Peut-être, oui. Alors un extrait de la présence de ces petits ânes, justement, pendant le conflit, pendant la guerre. Donc c'est un colonel qui était à Fleury-de-Vendoux-au-Mont qui a témoigné en 1916. Les 8 bourricots qui font le ravitaillement profitent d'un moment où leurs conducteurs se sont mis à l'abri d'un bombardement pour s'en aller. Ils ont repéré avec un instinct merveilleux un petit coin où il reste un peu d'herbe sur le versant du ravin. Et là, sous un marmitage fou, ils s'administrent les quelques pousses qui viennent de sortir de terre. Rien n'est amusant comme de voir ces petits animaux qui ne regardent même pas un obus de 210 tombant presque sur eux et n'en faisant même pas une enjambée plus longue. Comme il n'y a même pas assez d'eau pour les hommes, les pauvres bêtes n'ont rien bu depuis 6 jours. Donc ils avaient vraiment des conditions de vie extrêmes parce que faut savoir aussi que les chevaux étaient nourris avant les mules et seulement les ânes étaient nourris en dernier. Donc là il y a encore un petit truc amusant, voilà, parce que c'est pour montrer les choses un peu, les petits travers de mon âne encore. Une belle journée s'annonce encore, me dis-je en pliant bagage tranquillement, parce que tous les matins je redémonte ma tente et je refais mes sacs et je les mets sur le dos de l'âne et on repart. Toutes mes richesses sont étalées sur l'herbe en attente d'être soigneusement rangées. Revient l'épreuve maintes fois répétée, enfourner le duvet tout gonflé dans la minuscule housse pourtant prévue à cet effet. J'ai presque terminé de le tasser à coups de poing rageur lorsque je suis stoppé en plein effort. Je lâche brutalement mon paquet informe pour bondir comme une panthère. Yoko a mis le museau dans une des sacoches et vient de se saisir de mon précieux pain. Il faut savoir que dans la Meuse, il y a très très peu de ravitaillement, donc mon pain, je le défends. Percevant ma légitime colère, il lâche rapidement son butin, tel le célèbre corbeau d'une fable. Donc j'ai repris la fable de La Fontaine. « Eh, bonjour, monsieur le Yoko. Comme vous êtes dodu, comme vous me semblez gros, sans mentir, si vos rondeurs se rapportent à votre vigueur, vous êtes le Tarzan des côtes du Verdunois. » À ces mots, le Yoko bouffi d'orgueil bombe le torse. Et pour montrer sa belle force, lâche le pain volé et file vers les bois. Sa maîtresse s'en saisit et dit « Maître Aliboron, apprenez que tout glouton se doit de respecter la pitance d'autrui. Ce larcin vaut bien une diète, ami. » Le Yoko, vexé mais sournois, se dit que tôt ou tard, il recommencera. Donc ça, c'est les petites choses qui font que voilà, le sujet peut être abordé d'une façon très légère aussi. Dans les conférences, alors je fais une conférence aussi sur ce sujet-là, et voilà, il y a toujours un moment où on peut être sérieux, mais on peut rire aussi, c'est pas interdit. Bon, et pour finir, parce que j'essaie tous, à un moment donné, donc c'est 12 tranches de vie de ces personnages qui vont s'arrêter dans cette station-service. Donc là, je commence l'histoire, je ne la finis pas, parce que déjà, on n'a pas assez de temps, et comme ça vous laissera sur le qui-vive. Donc il y a par exemple, dans les 12 personnages, vous avez Yannick le routier, Catherine l'illégitime, Shmuel l'extraterrestre, parce qu'il y a même un extraterrestre, très calamiteux, il est très maladroit, Yvonne la grand-mère, celle qu'on va voir, Bernard l'expansionnaire, Jean-Christophe le conducteur de car, Véro et Gégé les camping-caristes, Pascal le croque-mort, Harley le chien, Corentin le covoitureur, Philippe le dragueur et Pierre-Alain l'écrivain. Donc voilà, il y a toutes sortes de personnes qui vont passer à différents moments, mais des fois ils vont s'apercevoir, même parfois ils vont se parler, ou pas. Voilà, c'est le hasard des rencontres. Donc là on passe à Yvonne la grand-mère. Elle s'agite sur son siège et sans même s'en rendre compte, tape des pieds comme si les pédales de la voiture étaient situées de son côté. Elle soupire une nouvelle fois. « Enfin Albert, vas-tu t'arrêter? Ça fait déjà une demi-heure que j'ai demandé à descendre pour aller aux toilettes. Tu le fais exprès ?»
Ah, parce que tu t'imagines qu'on peut stationner où l'on veut sur une voie express. Il faut attendre une heure de repos. Justement, en voilà une à 2 km. Retiens-toi encore un peu. Tu en as de bonnes. On voit bien que c'est pas toi que ça arrive. C'est pas ma faute si ma vessie est descendue. Je te rappelle tout de même que tu m'as fait 5 enfants, que j'ai dû porter pendant presque 4 ans. Ceci explique cela. Albert préfère ne pas répondre. Combien de fois n'a-t-elle pas tenté de le culpabiliser à propos d'une paternité non maîtrisée et répétitive qui les a plongés malgré eux dans la catégorie famille nombreuse. Dans les pires moments, elle se plaît à dire que sans cette kyrielle d'enfants, elle aurait pu devenir chef d'entreprise ou violoniste de renom. Yvonne a la rancune tenace. Et comme de bien entendu, lui seul est responsable d'une vie qu'elle considère comme ratée. Néanmoins, à d'autres moments, non contente de vanter son statut de mère et de grand-mère, j'ai des petits-enfants. Elle s'enorgueillit de la bonne situation de chacun de ses rejetons. Sauf peut-être de celle du Benjamin dont elle évite de parler. Choisir de vivre sous une yourte, sans eau courante ni électricité, n'a-t-on pas idée. Albert sait que quoi qu'il dise, il n'aura pas le dernier mot. Après 50 ans de mariage, sa femme a eu tout le loisir d'aiguiser ses arguments. Il ne cherche même plus à la satisfaire, seulement à éviter les conflits. Depuis que Damien est arrivé chez eux en vacances la semaine dernière, elle semble pourtant s'être radoucie. Il faut dire que le gamin est plutôt facile à vivre et bien éduqué. Depuis 2 heures qu'il roule, il n'a pas manifesté la moindre impatience. Enfin, ils arrivent à l'aire de repos. Albert coupe le moteur. « Ah, quand même !» s'exclame Yvonne en détachant nerveusement sa ceinture. « Damien, tu viens avec nous, tu m'attendras près des caisses. Et surtout, ne parle à personne, compris ?» Le garçonnet suit ses grands-parents vers la boutique en trottinant maladroitement sur ses jambes trop maigres. Il s'égaye bientôt parmi les clients qui vont et viennent entre les rayons. Enfin libéré du joug implacable de sa mamie Morlaix, Damien se précipite vers les étagères garnies de BD pour feuilleter quelques albums. Quelques minutes après, son regard est attiré vers l'extérieur. Tout près d'un immense panneau publicitaire, il découvre avec stupéfaction une soucoupe volante d'un blanc éblouissant qui s'envole rapidement selon une parfaite trajectoire verticale. Il se retourne vers les personnes présentes dans le magasin sans déceler la moindre réaction de leur part. A-t-il rêvé ? « Mamie, mamie, tu sais ce que j'ai vu ?» crie-t-il en se précipitant vers Yvonne qui attend devant le rayon des pâtisseries. Lorsqu'il lui décrit la scène, sa grand-mère le toise d'un air condescendant puis hausse les épaules. « Tiens, prends plutôt un croissant, c'est ce qu'il y a de moins cher. Les prix ici sont complètement délirants. Allez, on va rejoindre papy. » Une fois dans la voiture, Damien regarde par la vitre latérale en espérant apercevoir la mystérieuse souris. Il mâche distraitement son goûter sans quitter l'enseigne publicitaire des yeux. « Je n'ai pas acheté de jus de fruits. L'eau de la bouteille suffira bien, » précise Yvonne à son mari. « On ne va pas dépenser inutilement des milliers des cents, surtout pour une boutique aussi mal tenue. La caissière a même les cheveux bleus, tu imagines? Et je ne te parle pas de l'hygiène. La propreté des toilettes laisse à désirer. Il y a toutes sortes de gens qui défilent ici. Ils ont peut-être des maladies. Au fait, sais-tu ce que m'a dit le petit? Qu'il a vu décoller une soucoupe volante là, juste derrière le bâtiment. Je savais bien que cet enfant avait des problèmes. J'en ai déjà parlé à Fabrice, mais il ne m'a pas écouté. Il faudrait qu'il voie quelqu'un. Ce gosse est capable d'inventer n'importe quoi pour se faire remarquer. Tu veux mon avis? C'est parce que sa mère ne s'occupe pas assez de lui. Que veux-tu? Madame n'a pas le temps. Madame est avocate. Je savais bien que notre fils ne serait pas heureux avec elle. Depuis qu'ils ont divorcé, je le trouve beaucoup mieux, pas toi? Ouais, répond évasivement Albert. Si tu permets, je vais faire un petit somme avant de reprendre la route. Comme tu veux. Ne tarde pas trop quand même, j'aimerais bien arriver à Paris avant la nuit. Et puis il va encore falloir trouver où se garer. Au moins quand il était marié, Fabrice avait un grand jardin avec un garage. On ne peut pas tout avoir. Damien écoute sa grand-mère pérorer en se demandant si elle aime ou non les gens. Il doit admettre qu'elle l'effraie un peu. Il préfère de loin la compagnie de son papy, avec qui il part parfois à la pêche. De courts moments partagés loin des sarcasmes d'Yvonne. Bon, on va peut-être arrêter là. Donc ils sont arrêtés à la station-service, ils vont repartir et il va se passer quelque chose de tout à fait inattendu. Qui ne va pas être à l'avantage de la grand-mère. Voilà. Donc voilà, c'est un peu des petites choses un peu comme ça que j'aime inventer. L'extraterrestre, bien vu, vous avez compris qu'il l'a vu. C'est le seul d'ailleurs qui l'a vu. Mais comme ça, c'est des choses comme ça. L'interférence entre les histoires, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Et à tel point que Harley le chien, ça se passe en été et qu'elle voit le croque-mort de notre histoire. Et au moment de relire les histoires, je me suis rendu compte que le croque-mort est en hiver et elle est en été. Donc il a fallu que je rechange le personnage pour pouvoir recoller un peu. Donc c'est des petits détails, il faut faire attention. Mais voilà. Puis c'est des gens que j'ai rencontrés souvent, que je connais, qui sont dedans.
Le chauffeur de car, c'est un ami qui m'a raconté ses anecdotes. Le chauffeur routier, c'est la même chose. Donc, c'est toujours plus facile de repartir de faits réels et de l'histoire réelle, et après on brode. Mais c'est un tout. En fait, on y met un peu de gens réels, un peu d'imaginaire, un peu de soi-même. Voilà, et ça fait un personnage, quoi. Mais, on n'est jamais totalement dedans, mais on est toujours un peu quand même. Bon, je vais peut-être arrêter parce que